Bonjour chers tous, on continue notre série sur la démocratie, le chapitre de la démocratie. Malheureusement, en raison de la pénurie d'essence, je ne peux pas venir faire mon cours en présentiel. Mais comme vous le savez, même quand je ne viens pas en présentiel, mais je dispense mon cours normalement via notre plateforme en ligne Google Classroom. Donc ce qui nous permet de rester connectés et de continuer à apprendre, à suivre les différents enseignements du professeur. Comme vous le savez, l'examen d'ETRA, c'est la semaine prochaine. C'est pour la semaine prochaine, donc vous devez vous préparer. Et si vous avez des questions, j'imagine, pour le professeur, donc il faut les poser. Vous pouvez le faire soit via WhatsApp ou bien cette même plateforme, ok, Google Classroom, comme vous voulez. L'essentiel, c'est d'être clair sur tous les points de droit évoqués. La dernière fois, on a vu les différentes définitions de la démocratie. On a vu la définition étymologique de la démocratie, la définition politique et juridique. On a vu aussi la conception de Alexis de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, de la démocratie. On a dit que c'est une conception très originale de la démocratie, car ici, on ne prend pas en compte, l'auteur ne prend pas en compte seulement la dimension politique du concept. Voilà, mais aussi la dimension sociale, n'est-ce pas, de la démocratie. Et on a dit c'était assez innovant, n'est-ce pas, comme démarche de tentative de définition. Maintenant, on a aussi parlé des différentes formes de démocratie. On a parlé du suffrage, on a défini le suffrage. On a parlé des fondements de la démocratie, des modes du suffrage. Et maintenant, ce matin, pour finir cette partie du syllabus, on va parler des modes de scrutin. Mais bien avant de parler de mode de scrutin, d'abord, prenez le lexique des termes juridiques pour voir la définition du concept scrutin. Scrutin en droit constitutionnel, ça veut dire l'ensemble des opérations de vote. On dit opération de vote. Rappelez-vous, la dernière fois, la semaine dernière, je vous avais dit que suffrage est synonyme de vote. Ici, scrutin, c'est l'ensemble des opérations de vote. Quand on parle d'opération de vote, il n'y a pas seulement le moment d'aller placer un bulletin dans l'urne, ok, mais ça correspond à l'ensemble des activités organisées, n'est-ce pas, pour réaliser le vote, pour que le vote soit possible. Par exemple, le transport des urnes, ok, d'un centre à un autre, par exemple, ok, et tout le logiciel, toute la logistique est mise en place pour que les bureaux de vote, les centres de vote soient équipés, n'est-ce pas, des matériels de vote. Tout cela participe des opérations de vote. Le comptage des bulletins, n'est-ce pas, la nuit tombée, dans l'après-midi, généralement en Haïti, 4 heures, parfois ça va jusqu'à 5 heures, 6 heures du soir. On ferme les bureaux de vote, on fait les décomptes, n'est-ce pas, le comptage des bulletins, et on dresse des procès-verbaux et on transmet, n'est-ce pas, quelque part dans un centre, les résultats de chaque bureau de vote. Mais tout cela participe des opérations de vote. Mais c'est ça le scrutin. C'est-à-dire organiser un scrutin, c'est organiser tout ça. Ok, c'est organiser des opérations de vote. Bon, ça c'est une première acception. Il y a une autre acception aussi, et c'est ce sur quoi nous allons plus nous attarder. Et quand on parle de mode de scrutin, c'est-à-dire les modalités, n'est-ce pas, et selon lesquelles, pour répéter le lexique, est aménagé l'exercice du vote. Ok, c'est-à-dire à chaque fois qu'on dit mode de scrutin, on voit les modalités d'organisation de l'élection. C'est-à-dire, il peut exister plusieurs modes de scrutin. Donc, écrivez pour moi dans votre cahier les différents modes de scrutin. Voilà, les différents modes de scrutin. D'abord, il y a scrutin uninominal. Ok, il y a scrutin uninominal. Exemple, en Haïti, les modalités selon lesquelles on organise l'élection du président de la République, c'est pas les mêmes modalités selon lesquelles on organise l'élection du maire, par exemple, là, au niveau de la commune, ou bien du sénateur dans le département, ou du député dans la commune. C'est pas les mêmes modalités. En Haïti,
le mode de scrutin pour l'organisation de l'élection présidentielle, il s'agit d'un scrutin uninominal, majoritaire, à 2 tours. Okay? Scrutin pour l'élection présidentielle, c'est un scrutin uninominal, majoritaire, à 2 tours. Tandis que pour l'élection du sénateur, dans le département, c'est une élection plurinominale, majoritaire, à 2 tours. Plurinominale, majoritaire, à 2 tours. Pour l'élection du maire dans la municipalité, c'est une élection de liste. C'est un scrutin carrément de liste. Scrutin de liste. Ok? Scrutin de liste. Ouais? Donc il y a plusieurs modalités. Donc ici, il y a plusieurs modes de scrutin. J'explique le scrutin uninominal. Ben, le scrutin uninominal, c'est le scrutin dans lequel, n'est-ce pas, l'électeur ne peut voter que pour un seul candidat dans la circonscription électorale. Rappelez-vous, dans les précédents cours, on a fait la différence entre circonscription administrative et circonscription électorale. Ben, le scrutin uninominal, dans uni, on voit l'unicité, on voit un seul, ok, un seul, et nommé. Rappelez-vous, vous ne devez pas vous laisser brouiller par le verbe nommer ici, uninominal, nommé. Sachant qu'on a fait la différence, on a déjà établi le distinguo pour vous entre nomination et élection. Donc une nomination n'est pas une élection. Cependant, ça c'est juste pour faciliter votre compréhension. On parle de uninominal car vous ne pouvez élire qu'un seul candidat. Par exemple, lors d'une élection présidentielle, on dit qu'il s'agit... Alors, une élection présidentielle en Haïti et un peu partout d'ailleurs dans le monde, on dit qu'il s'agit d'un scrutin uninominal. Pourquoi? Parce que l'électeur ne peut élire qu'un seul président. Ok, donc un seul président à travers tout le territoire, considéré comme la plus grande circonscription électorale finalement. Ok, et c'est pour ça qu'on parle de scrutin uninominal. Maintenant, le scrutin plurinominal, comment ça se passe? Dans le scrutin plurinominal, l'électeur est appelé à voter, s'il le veut bien, n'est-ce pas, dans chaque circonscription pour plusieurs candidats. Okay? C'est pour ça qu'on parle de plusieurs. Okay? Scrutin plurinominal. Okay? Scrutin uninominal, l'électeur ne peut voter que pour un seul candidat. Scrutin plurinominal, l'électeur peut voter pour plusieurs candidats. Et pourquoi j'ai dit que les élections sénatoriales en Haïti constituent un scrutin plurinominal? C'est parce que on a 3 sénateurs par département. Donc l'électeur, il peut voter pour 3 sénateurs. Prenons un cas de figure. Supposons par exemple le dernier tiers du Sénat qui reste là maintenant, leur mandat arrive à expiration. Si leur mandature arrive à expiration, à ce moment, le peuple aura, une fois invité, convoqué à ses comices, le peuple aura à voter dans les élections générales. Et chaque citoyen aura le droit de choisir, de désigner, d'élire 3 sénateurs, n'est-ce pas, par département. Donc c'est ça l'exemple le plus probant, le plus parfait d'une élection, d'un scrutin plurinominal. Donc, et le scrutin plurinominal ne doit pas être confondu au scrutin de liste. Donc il y a scrutin uninominal, scrutin majoritaire, scrutin plurinominal, scrutin de liste. Le scrutin plurinominal et le scrutin de liste se ressemblent, car dans ces deux modes de scrutin, on peut voter, l'électeur peut voter pour plusieurs candidats dans la même circonscription, que ce soit dans le scrutin de liste ou encore dans le scrutin plurinominal. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre le scrutin de liste et le scrutin plurinominal? C'est que dans le scrutin plurinominal, l'électeur, certes, peut voter pour plusieurs candidats, mais ces candidats peuvent être de partis politiques différents. Par exemple, si je vais aux élections, je vais voter je vais choisir 3 sénateurs au niveau du département. Je peux choisir un candidat du parti Famille Avalas, un autre candidat du parti de la plateforme SDP, ou bien un autre candidat du parti Fusion des sociaux-démocrates, par exemple. Ok? C'est comme bon me semble. Ça, c'est
un scrutin plurinominal. Okay? À ce moment, je ne suis pas tenu de choisir des candidats de la même obédience politique, de la même idéologie politique. Cependant, dans le cadre d'un scrutin de liste, je suis tenu de choisir pour une liste de candidats. La liste elle est disponible à l'avance. C'est pas moi qui vais constituer, c'est pas l'électeur qui va constituer la liste. C'est ce qu'en Haïti, on appelle généralement, traditionnellement, le cartel. Par exemple, au niveau communal, c'est comme ça se passe. Il y a un cartel, ok? Et on vote pour le cartel. Par exemple, au niveau communal, c'est comme ça se passe. Ok? Au niveau communal, on vote pour un cartel. Ok? C'est pour un cartel qu'on vote. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de choisir un candidat de ce cartel et un autre d'un autre cartel. On ne peut pas constituer son cartel. Ok? On doit juste voter pour un seul et même cartel. C'est-à-dire, s'il y a une personne dans un cartel et qu'on n'aime pas, ben on va être contraint de voter pour cette personne s'il y a une autre personne dans le même cartel pour laquelle on voudrait bien voter. C'est-à-dire, on vote un cartel. Le cartel est composé, ce qu'on appelle la liste. En fait, c'est comme ça qu'il faut dire. Sur le plan doctrinal, c'est ce qu'on dit, en fait. Parce que le terme cartel est un peu connoté péjorativement. Cartel, ça pourrait renvoyer à un cartel de drogue, par exemple, une association, une mafia. OK? Donc, le mot, c'est, en fait, on dit classiquement scrutin de liste. C'est-à-dire, il y a une liste. Ce que nous appelons cartel, en fait, dans la littérature, n'est-ce pas, constitutionnelle, on l'appelle de préférence liste. Ok? Donc on vote pour une liste. La liste peut comprendre par exemple Destinjean, Madonna, par exemple, et qui d'autre dans la salle? Disons Peterson. Ok? Maintenant, à ce moment, vous votez pour la liste. Ça, il se pourrait bien que vous n'aimez pas Madonna, mais vous aimez Destin. Mais à ce moment, si vous voulez voter pour Destin, ben en même temps, vous votez aussi pour Madonna, parce que Madonna fait partie de la liste. Ok? Donc, au fait, vous votez pour plusieurs personnes, parce que vous votez pour une liste de candidats, mais vous n'avez pas le loisir, n'est-ce pas, de défaire la liste. Ok? De défaire la liste. C'est ça la différence principale entre le scrutin de liste et le scrutin plurinominal. Mais dans les deux cas, on peut voter pour plusieurs candidats. On peut voter pour plusieurs candidats. Maintenant, quand on parle de scrutin majoritaire, c'est celui dans lequel est déclaré élu le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité des voix. La majorité des voix. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a scrutin majoritaire à un tour et scrutin majoritaire à deux tours. Dans le scrutin majoritaire à un tour, est élu le candidat qui arrive en tête. Il est immédiatement élu. Ok? C'est le cas, par exemple, aux États-Unis, lors des élections présidentielles. Lors d'une présidentielle aux États-Unis, est élu le candidat qui est élu immédiatement le candidat qui arrive en tête. Donc, peu importe le nombre de voix qu'il a en plus par rapport à son poursuivant immédiat, ben, il est élu. Ok? C'est ce qu'on appelle un mode de scrutin. C'est ce qu'on appelle le scrutin majoritaire à un tour. C'est-à-dire, il y a un seul tour, il n'y a pas deux tours. En anglais, on parle de round. Ok? Il y a un seul round. Ok? Il n'y en a pas deux. Maintenant, en France, c'est différent. C'est le scrutin majoritaire à deux tours. C'est-à-dire, on exige encore plus de légitimité au président. Okay? On lui exige la majorité absolue. Donc, dans le scrutin majoritaire à deux tours, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue au premier tour ou, à défaut, la majorité relative au second tour. C'est-à-dire, dans un scrutin majoritaire à deux tours, ça ne veut pas dire qu'on doit absolument organiser les deux tours. Si le candidat obtient la majorité absolue dès le premier tour, ben, il gagne l'élection. Il devient président dans une élection présidentielle, par exemple. Mais s'il n'obtient pas la majorité absolue, on est bien obligé d'organiser un second tour. Ok? C'est-à-dire, maintenant, là, j'introduis une nouvelle notion, la notion de majorité. Maintenant, ce qu'il faut retenir pour moi, c'est que quand on parle de majorité, il faut penser au vote. Il faut penser au vote, ok? Au nombre de voix. Il faut penser au vote. Et quand on parle de quorum, Q-U-O-R-U-M, il faut penser à la présence, ok? C'est-à-dire, quand on vous dit qu'il n'y a pas quorum, c'est-à-dire il y a
une quantité de membres qui doit être présent et qui ne le sont pas. Ok? Ben à ce moment, on parle de quorum. On dit que le quorum n'a pas été atteint. C'est pour ça, dès qu'on parle de quorum, il faut penser au nombre de présences. Cependant, quand on parle de majorité, il faut penser au nombre de voix. Ok? Par exemple, il y a la majorité relative, la majorité absolue et la majorité qualifiée. On dit majorité qualifiée ou renforcée. Dans la majorité relative, passe ou est élu celui qui carrément arrive en tête. Dans la majorité absolue, il faut avoir 50% des voix plus au moins une voix. Parfois, on dit 51% des voix. C'est pas correct de dire ça. Ok, c'est pas correct de dire ça. Ce qui est correct, c'est de dire que plus de la moitié. Ok, plus de la moitié, ou bien 50% des voix plus au moins une voix. Plus au moins une voix. C'est ce qu'on appelle la majorité absolue. Ok, on appelle ça la majorité absolue. Maintenant, la majorité absolue, c'est une majorité qui est plus forte que la majorité relative. C'est-à-dire ici, la légitimité exigée est une légitimité qui est plus forte que la légitimité exigée pour la majorité relative. Pour la majorité relative. Et pourquoi on exige plus de légitimité? C'est peut-être c'est de sorte que si on est dans une élection, par exemple présidentielle, que le président de la République ait plus de légitimité pour gouverner. Si le président, même s'il est élu, est parti d'un déficit de légitimité, à ce moment, il ne pourra pas facilement gouverner. Si par exemple, il s'agit du vote d'une loi, par exemple, on veut s'assurer qu'il y ait un maximum de parlementaires qui sont d'accord pour, n'est-ce pas, pour l'adoption, n'est-ce pas, de la loi en question. Ok? Donc c'est pour ça. Maintenant, on parle aussi de majorité qualifiée et majorité renforcée. La majorité qualifiée, c'est la majorité des 2/3. En France aussi, on parle de la majorité des 3/5. Ok? C'est-à-dire, sur chaque 3 parlementaires, 2 doivent être d'accord pour que la loi passe, par exemple. En Haïti, un exemple simple, on exige la majorité absolue pour renverser un gouvernement. Si par exemple le Sénat veut renverser un gouvernement, ils doivent être au moins 16 sénateurs. C'est-à-dire au moins la majorité, n'est-ce pas, au moins la moitié plus 1. Ok? C'est-à-dire, étant donné qu'ils sont en principe 30 au Parlement, à raison de 3 sénateurs par département. Or, nous avons pour l'instant 10 départements. Donc, ils sont 30 sénateurs au niveau du Sénat. Donc, il faut 16 sénateurs pour renverser le gouvernement. Ça, c'est la majorité absolue. Cependant, pour la ratification d'un traité international, d'une convention internationale, la Constitution exige la majorité qualifiée, c'est-à-dire la majorité des 2/3, ou encore la majorité des 3/5. Ça veut dire, sur chaque 3 sénateurs, 2 sénateurs doivent être d'accord, ok, doivent voter pour. Ok, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il y a 3 étapes dans la conclusion d'un traité international. Il y a la négociation, il y a la signature et il y a, n'est-ce pas, la ratification. Mais les 2 premières étapes relèvent du pouvoir exécutif, en l'occurrence la négociation et la signature. Mais la 3e étape relève du Parlement, n'est-ce pas, où se trouvent les représentants directs du peuple, que sont les parlementaires. Donc c'est eux qui engagent l'État solennellement sur le plan international. Donc là, on va engager la solidarité internationale de l'État. Donc c'est pas une plaisanterie. Maintenant, pour s'assurer que l'État s'engage sur le plan formellement sur le plan international, on veut s'assurer que qu'il y ait une masse critique, n'est-ce pas, de parlementaires qui votent pour, ok, qui votent pour. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les conventions ratifiées font partie de la législation nationale. D'ailleurs, une fois avoir ratifié un traité international, s'il y a des clauses contraires dans la loi, on doit les modifier. Elles tombent d'elles-mêmes, on doit absolument les modifier pour se mettre au diapason. Par rapport à ces engagements adoptés sur le plan
international. Donc c'est pas une plaisanterie. Pour cela, on exige une forte légitimité. Donc on ne veut pas que c'est 2 ou 3 sénateurs ou 2 ou 3 députés qui engagent l'État devant la communauté internationale. Okay? Qui engagent, car ça fait naître des obligations juridiques pour l'État, comme par exemple mettre sa législation nationale au diapason. Okay? Donc c'est pas une plaisanterie. Si on prend un exemple simple pour ne pas rester au niveau de l'abstraction, le fait par Haïti d'avoir ratifié par exemple un traité international interdisant les violences faites aux femmes ou encore la punition corporelle contre les enfants. À ce moment, il faut mettre les lois au diapason. S'il n'y avait pas de loi sur ça, si les lois étaient muettes, il faut adopter des lois, n'est-ce pas, d'application pour interdire ça et pour prévoir aussi les modalités de sanction au cas où ça arrive. Voilà. Donc, c'est-à-dire, la ratification de traités internationaux fait naître des obligations juridiques pour l'État. Donc, c'est pas une plaisanterie. Donc, on veut s'assurer que c'est une vraiment grande majorité, très forte majorité du Parlement qui prend la décision. Ok? Qui prend la décision. Maintenant, on a fait le tour, n'est-ce pas, du scrutin majoritaire à 1 tour, scrutin majoritaire à 2 tours, scrutin plurinominal, scrutin uninominal, n'est-ce pas? Il y a aussi scrutin, et on a parlé aussi du scrutin de liste. Généralement, on parle de scrutin proportionnel. Donc, je vous invite à faire vos propres recherches personnelles sur le scrutin proportionnel. Maintenant, aux examens, je pourrais vous demander d'expliquer le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Bien, scrutin uninominal majoritaire à 1 tour. Je pourrais vous demander de comparer le scrutin de liste et le scrutin plurinominal. Donc, c'est à vous de pouvoir effectivement faire la différence. Ok? Donc, rassurez-vous d'avoir effectivement maîtrisé toutes ces notions-là. Donc, voilà. C'est ce que j'avais prévu de vous donner sur les modes de scrutin pour clore le cours de la dernière fois, n'est-ce pas? Le cours de la dernière fois sur la démocratie. Ok? Ensuite, je vais vous envoyer une seconde vidéo, n'est-ce pas? Une seconde vidéo sur la Constitution. Car la prochaine thématique, c'est la Constitution. Donc, je vais rapidement vous envoyer ça. Et sachez que l'intra va s'arrêter à cette vidéo-là que je vais vous envoyer, la Constitution. Donc, il faudra étudier tout ce que je vous avais déjà donné, plus ce qu'on donne aujourd'hui. D'accord? Merci. Et je vais poster la vidéo que j'avais préparée pour vous, de sorte à vous permettre d'apprendre des notions sur des enseignements sur le chapitre concernant la Constitution. Et parlant de la Constitution, on va certainement définir la Constitution, dire ce que c'est. On va parler des différentes formes de Constitution, sachant qu'il y a la Constitution écrite et la Constitution coutumière, n'est-ce pas? On va parler des notions de pouvoir originaire et pouvoir dérivé, ou encore appelé pouvoir institué. Pouvoir originaire, il y a pouvoir originaire, il y a pouvoir dérivé et ou institué. On va parler aussi de plein d'autres choses. Il y a le contrôle de constitutionnalité, il y a l'établissement de la Constitution, etc. Les 2 grands modèles de contrôle de constitutionnalité. Donc, c'est une partie très, très importante du cours. Donc, je vous invite à lire, n'est-ce pas, cette vidéo qui est disponible sur YouTube, mais pas publiquement. Donc, je vous enverrai le lien de sorte à vous permettre à accéder par vous-même. Maintenant, si vous avez des questions aussi, prière de les poser. Merci et à la prochaine.